Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence plénière du Salon Stratégie Client 2019, la 20e édition, comme vous le savez. Je vous invite pendant cette conférence à utiliser les outils interactifs pour poser vos questions au fur et à mesure. Nous réserverons une partie de cette conférence à un échange de questions-réponses, donc à la fin. Mon nom est Thierry Spencer, je suis auteur du blog Sens du client et je serai heureux d'être l'animateur de cette conférence. Au mois de décembre dernier, j'ai fait un sondage parmi mes lecteurs et je leur ai demandé de choisir parmi un certain nombre de thèmes, les thèmes qui leur tenaient le plus à cœur. Et figurez-vous que celui de la mesure est arrivé parmi les premiers. Alors, vous m'en voudrez pas d'avoir trouvé des titres un peu drôlatiques pour cette édition. Maladie cherche thermomètre ou comment mesurer la performance client. C'est un sujet très large. Et pour traiter de ce sujet, nous avons donc trois grands témoins. Cédric Blum, qui est directeur de l'expérience client de Doctolib, Anne Lecor, qui est directrice de la voix du client chez Société Générale, et Nicolas Savin, qui est directeur digital et expérience client de Malakoff Médéric Humanis. Alors vous connaissez également les hashtags pour pouvoir échanger les meilleures pratiques, les photos, les vidéos, tout ce que vous voulez sur les réseaux sociaux bien sûr pour enrichir la communauté. Et je vais commencer directement par mon voisin de gauche, donc un des trois témoins pour aborder le thème de la mesure. Alors Cédric Blum, merci d'être avec nous, bienvenue. Vous êtes donc directeur de l'expérience client de Doctolib. Alors, je ne suis pas certain que tout le monde dans cette salle connaisse votre société qui a pourtant une très forte actualité. Si vous avez suivi la presse, et notamment une levée de fonds qui fait de votre société une licorne. Donc, c'est la première licorne française qui va témoigner cette année au Salon Stratégie Client. Si je puis dire, vous allez nous expliquer aussi ce qu'est une licorne. Et j'ajoute que vous avez été distingué en 2018. Votre société a fait son apparition dans les marques et les entreprises qui sont distinguées dans le domaine de la relation client. C'est un exercice que je fais sur mon blog. En 2008, j'avais dénombré 35 sociétés différentes qui avaient été distinguées dans le domaine de la relation client en France. En 2018, 91 sociétés différentes. Vous voyez que le marché des prix, des récompenses, des palmarès est un marché qui ne connaît pas la crise. Et parmi ces 91 sociétés, eh bien, il y avait en effet Doctolib. Vous avez été distingué pour la qualité de votre expérience client en tant que champion de l'expérience client selon KPMG. Et vous étiez accompagné de Maïf et Nespresso, quand même deux entreprises habituées des podiums. Alors après cette longue introduction, je vous laisse la parole. Est-ce que vous pourriez vous présenter puis nous présenter votre société ? Alors, bonjour à tous. Merci Thierry de nous recevoir. Pour commencer, j'ai 20 ans d'expérience dans le service client. J'ai commencé chez les opérateurs télécoms. Ensuite, je suis passé chez le prestataire de centre d'appel, chez Webhelp, où j'ai été directeur de production en France et au Maroc. Après, je suis allé en Asie, directeur de service client dans des startups, dont une qui était devenue une licorne aussi. Une licorne, c'est donc une société qui est valorisée plus d'1 milliard d'euros. Et récemment, donc j'ai rejoint Doctolib il y a 4 mois pour être directeur de l'expérience client chez Doctolib. Donc Doctolib, c'est... je pense que la majorité connaissent Doctolib en tant que patient. C'est donc une application pour prendre rendez-vous avec votre médecin en ligne. Mais en fait, ça c'est le côté patient qui est le côté en fait le plus simple. Le vrai produit, c'est en fait une société qui facilite la vie du médecin avec des fonctionnalités d'agenda, d'organisation du temps, d'organisation de sa relation avec le patient. C'est la mission de Doctolib, c'est donc de faciliter le parcours de santé en commençant par la relation entre le patient et le praticien. Et donc nos clients à nous sont les praticiens plus que les patients. On peut faire un rapide sondage dans la salle. Levez la main, tous ceux qui ont déjà utilisé Doctolib. Voilà, donc on a une grande majorité, on pourrait dire, de cette salle qui devrait vous réjouir. Anne Lecor, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Donc vous êtes directrice de la voix du client chez Société Générale. Alors votre société a aussi été distinguée en 2018. Vous faites partie de ces 91 sociétés différentes qui ont reçu un prix dans le domaine de la relation client et vous avez reçu le titre de élu service client de l'année 2019. Alors est-ce que vous pourriez vous présenter et puis
nous présenter votre société, s'il le fallait, à l'audience. Bon, présenter la Société Générale, on a toujours une petite actualité sur le feu, donc je pense que pas mal d'entre vous nous connaissent. Pour autant, on est quand même une très grande entreprise du secteur dans une dynamique banque et assurance. Et en quelques chiffres, juste sur le marché français, on opère sur les 3 marchés, les marchés des particuliers, des professionnels et des entreprises. On a à peu près 7 millions de clients particuliers. 36 000 collaborateurs qui travaillent au service de ces clients et 1900 agences pour les recevoir. Après, le secteur bancaire, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un secteur qui est plutôt perturbé et en totale transformation. Donc nous aussi, on fait face à ça. On a à faire face à des nouveaux usages clients, la montée en puissance du digital. Et puis, j'ajouterais que on est aussi sous le feu de la réglementation avec des normes prudentielles qui nous arrivent et qui ne cessent d'arriver, et puis la conformité. Donc on a créé la voix du client il y a à peu près 2 ans, mais on a il y avait déjà des services de satisfaction client depuis 7 ans. La voix du client aujourd'hui, c'est des équipes qui travaillent sur les dispositifs d'écoute, mais aussi sur tout ce qui est support d'animation pour l'action. Et on a la partie des réseaux sociaux, Twitter et Facebook, qui est le fil relationnel avec nos clients qui s'appelle SG et vous. Voilà, quant à moi, j'ai fait toute ma carrière dans le secteur bancaire, avec des postes en marketing et en communication. Donc en marketing, j'ai eu le marketing opérationnel et le marketing digital. En communication, j'ai eu la chance d'avoir toute la communication de la banque de détail pendant des événements assez connu il y a une dizaine d'années, et puis aussi la communication de toute la ligne métier private banking. Merci beaucoup de cette présentation, et vous verrez tout à l'heure que effectivement la richesse de votre parcours vous rend personnellement très attentive à la bonne communication, à la bonne sensibilisation des parties prenantes dans l'entreprise. Alors, on va passer la parole à notre 3e invité, qui est Nicolas Savin. Alors Nicolas Savin, vous êtes CDO et CXO, ce qui est pas banal. Vous êtes donc Chief Digital Officer et Chief Experience Officer, donc directeur digital et directeur expérience client d'un nouvel ensemble d'ailleurs qui est Malakoff Médéric et Humanis. Merci de vous présenter et puis de nous présenter finalement ce nouvel ensemble qui est né il y a quelques mois, si je ne m'abuse. Oui, merci Thierry, bonjour à tous. Malakoff Médéric Humanis depuis le 1er janvier. Acteur de la protection sociale. On va citer les petits chiffres et puis après on va passer à autre chose. Sur les chiffres, donc aujourd'hui c'est 1 Français sur 6 en santé prévoyance en termes de couverture chez nous. Donc on a à peu près 10 millions d'assurés dans notre portefeuille, 500 000 entreprises. Je parle juste de la partie santé prévoyance et pas retraite. Et puis c'est la fusion de 2 belles structures qui aujourd'hui portent son effectif à 12 000 collaborateurs. Et donc des défis de gros acteurs qui doivent faire face à des usages qui évoluent effectivement, un digital qui peuvent perturber nos organisations et nos amis de la DSI qui parfois ont des outils un peu asthmatiques et on essaye d'y remédier pour aller dans le sens de l'expérience client. Voilà. Et donc effectivement on a monté la direction expérience client. Moi je suis arrivé il y a 1 an chez Malakoff Médéric Humanis. Anciennement, je suis arrivé sur la branche Malakoff Médéric pour reprendre la direction digitale et pour monter la direction expérience client qui, dans quelques semaines, selon toute vraisemblance, je vais encore rien dire, et on est entre nous et ça ne se saura pas, on va fusionner les 2 directions parce qu'il n'y a pas de sens aujourd'hui. En tout cas, moi je suis convaincu qu'il n'y a pas de sens à avoir une direction digitale et une direction expérience client. C'est un non-sens total. Donc voilà ce qu'on est en train de réaliser. Merci pour cette introduction. Alors nous allons aborder maintenant le sujet en commençant plutôt par la maladie. Et donc de quelle maladie parle-t-on? Et là c'est tout à fait normal de me tourner vers Doctolib pour cette première question et de vous demander, Cédric Blum, en tant que directeur donc, de l'expérience client de Doctolib, de quelle maladie l'expérience client souffre-t-elle? Et je pense que vous avez une opinion sur le sujet parce que vous êtes un grand militant de la simplicité notamment. Alors effectivement,
notamment durant mon parcours chez les prestataires, j'ai vu des tonnes d'indicateurs. On en connaît tous chacun des différents, et même entre nous, on n'arrive pas toujours à savoir desquels on parle alors qu'ils ont les mêmes noms. Donc en arrivant chez Doctolib, j'ai essayé vraiment de faire ressortir un seul ou deux, voire trois, mais vraiment deux grands indicateurs sur lesquels on va se concentrer. Le but du jeu, c'était de trouver des indicateurs qui sont corrélés à nos objectifs business. Une fois qu'on a trouvé une corrélation assez importante entre l'indicateur de satisfaction, d'expérience client, et un indicateur business qui est souvent orienté chiffre d'affaires ou churn, enfin des indicateurs un peu plus monétaires, on va se concentrer sur ces indicateurs et vraiment, on va ne regarder que cela. Chez Doctolib, on regarde, en ce qui concerne l'expérience client, deux principaux. La satisfaction post-appel, post-interaction, qui est donc mesurée, une enquête post-appel classique qu'on connaît tous, et le NPS. Le NPS, pourquoi il est important chez Doctolib? Parce que les docteurs, en fait, se recommandent déjà entre eux, notamment les patients, qui est quand même le cœur de leur activité. On peut juste faire une parenthèse, parce que mon médecin, par exemple, qui utilise Doctolib, me demandait ce que signifiait NPS. J'ai été très heureux d'expliquer quelque chose à mon médecin, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc le Net Promoter Score, hein, donc c'est bien le calcul, une mesure de recommandation. On pose à une personne la question suivante, c'est-à-dire seriez-vous prêt à recommander cette solution, cette entreprise, cette marque à vos amis, vos collègues. Sur une échelle de 0 à 10, on prend les promoteurs, ceux qui répondent 9 à 10, on prend cette proportion, on enlève la proportion des détracteurs, donc les réponses de 0 à 6, on enlève le ventre mou et ça vous donne le Net Promoter Score. Exactement. Parce qu'on est très attaché dans notre méthode d'acquisition de nouveaux clients, on est très attaché à la recommandation de praticiens qui travaillent déjà entre eux forcément. Donc un praticien qui est sur Doctolib va déjà recommander souvent, par exemple, d'un généraliste vers un cardiologue. Donc la recommandation est très importante chez nous et c'est pour ça qu'on s'est focalisé uniquement là-dessus. Moi, dans mes objectifs, si ces deux objectifs sont atteints, vraiment, je suis certain de faire un bon travail et de passer un très bon trimestre. Merci pour cette introduction. Alors, Anne Lecor, il y a déjà une question pour vous, mais qui aurait pu être la question d'introduction, qui est une question finalement très simple, qui sera un préambule à ma question relative à la maladie, si je puis dire. Quelle est la différence entre un service satisfaction client et un service voix du client? C'est intéressant comme question. En fait, on a regroupé autour de la voix du client l'ensemble des canaux qui portaient cette voix du client. Donc même si tout n'est pas rattaché à la voix du client, on travaille énormément avec tous les services qui sont dans le réseau, qui sont aussi dans les centres clients. On travaille beaucoup avec le digital. Et puis on s'est beaucoup ouvert aussi à faire un travail avec les services centraux. Voilà. Donc avant, la voix du client était beaucoup plus centrée sur la dynamique réseau, la dynamique du front et autour des outils d'animation. Et là, on a souhaité élargir ce périmètre et rattacher les réseaux sociaux aussi. Merci de cette précision et d'avoir bien voulu répondre à cette première question. Alors, revenons à notre premier thème sur la maladie. Vous pensez qu'il n'y a pas d'entreprise malade, mais il n'y a que des enjeux de transformation, c'est ça? Alors, il y a des entreprises malades. Nous, on n'est pas dans la maladie, mais il y a deux choses sur lesquelles moi je porte une attention très particulière. D'abord, c'est la complexité. Et tout à l'heure, Thierry, tu disais, il y a vraiment un souci, voilà, il faut militer pour la simplicité. Je dirais que la banque, c'est un beau terrain de jeu pour lutter contre la complexité. D'abord parce qu'on a des organisations qui ne sont pas si simples que ça, qu'on a une matière qui n'est pas si simple que ça, et qu'on a une tendance à chaque fois, notamment avec les indicateurs, je vois fleurir quand même pas mal d'initiatives. Et il faut un peu aligner tous ces gens-là. Donc cette complexité, vraiment le but, c'est de sensibiliser les gens en interne, qu'il ne faut pas projeter la complexité de la marque vers les clients. Et ça, c'est quand même un gros boulot. Et c'est un facteur d'alignement sur l'ensemble des parties prenantes de l'expérience client. Après, le deuxième sujet, c'est qu'on est en pleine transformation. Et la transformation, la cible, elle est dessinée
Par contre, il y a quand même un enjeu à regarder la trajectoire pour arriver à cette cible et la vitesse de transformation. Et là, grâce à la perception client, mais aussi grâce à la perception des collaborateurs, on essaye de montrer en quoi finalement la trajectoire peut déstabiliser l'interne et les clients, de regarder que cette déstabilisation est conjoncturelle et que derrière on renoue avec un cercle vertueux. Mais ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on porte une attention particulière. J'ai bien compris qu'il y a déjà un consensus autour du besoin de simplicité. Nicolas Savin, vous êtes directeur digital et expérience cliente chez Malakoff Médéric Humanis. De quelle maladie souffrent aujourd'hui les entreprises en termes d'expérience client et comment est-ce qu'elle est abordée dans votre entreprise? Elle souffre peut-être d'un déni de la maladie, selon moi. Aujourd'hui, j'observe souvent là c'est le cas, mais dans d'autres expériences précédentes aussi, on a souvent des enquêtes de satisfaction avec des résultats un peu nord-coréens. On a tous des 90% de satisfaction, 95% de satisfaction. J'adore cette expression. À mon avis, sur Twitter, avec le hashtag StratégieC, des résultats nord-coréens. C'est-à-dire 99,9% de clients satisfaits. Je pense que toutes les entreprises qui sont ici ont à cœur de faire bien. Mais c'est vrai qu'on a parfois des enquêtes de satisfaction qui servent à nos communications et c'est bien. Maintenant, quand on est un peu plus dans le terrain, on observe qu'il faut quand même étudier différemment. Donc le déni de la maladie, pour moi, c'est un premier point. Une fois qu'on a accepté déjà de ne plus aussi regarder que son copain d'à côté, parce que ça, c'est la maladie de nos entreprises, c'est de penser que l'expérience client, elle est limitée à son secteur d'activité et que nous tous, on n'a pas d'autres pratiques quand on est dans d'autres secteurs d'activité. Donc, bien sûr, et on en parlait hier avec le directeur de l'expérience client de Toyota qui parlait exactement de la même maladie. C'est-à-dire les constructeurs automobiles se comparent entre eux. J'imagine que les banques aussi, les compagnies d'assurance et pourquoi pas les startups et les licornes se comparent entre elles. Donc vous avez raison. Voilà, donc nous, on ne regarde pas nos copains. Enfin, on les regarde, mais avec les autres. Et puis, néanmoins, quand on a vu qu'il y avait peut-être un petit bobo à soigner, on a tendance à prendre un Doliprane, alors qu'en fait, le mal est beaucoup plus gros que ça. Donc l'expérience client aussi, c'est un engagement et des moyens. J'insiste là-dessus. C'est aujourd'hui une grosse aventure. Et qui dit grosse aventure et gros sujet, puisque le groupe Malakoff Médéric Humanis a fait ce choix d'avoir dans un des piliers fondateurs de son nouveau groupe l'axe customer centric. Donc aujourd'hui, c'est un vrai et gros sujet qui est réellement mené de front. Et puis le dernier point, c'est warning. Une fois qu'on a identifié notre mal et les moyens que l'on souhaite y associer, à ne pas non plus aller voir trop de médecins et d'un seul coup se retrouver avec des indicateurs de partout et puis ne pas savoir comment soigner ou alors prendre plein de traitements qui au final ne feront pas beaucoup d'effet et donc on réalimentera notre bulle d'enquête satisfaction nord-coréenne pour se rassurer. Merci beaucoup pour cet éclairage asiatique. Passons au deuxième thème. Alors, Cédric Blum, il y a déjà des questions aussi pour vous. Et une question qui est notamment, si vous permettez, je vais vous la poser tout de suite. Le NPS est mesuré pour les clients. Est-il aussi mesuré pour les médecins utilisateurs ? Et puis ensuite, je vous demanderai quelles mesures vous mettez en place chez Doctolib et quels sont vos indicateurs clés. Alors, j'ai pas dû être très clair. Le NPS est principalement mesuré pour les médecins, vu que ce sont eux nos utilisateurs principaux en fait et nos clients. Il est aussi mesuré pour les patients, mais en termes de, justement pour simplifier, on regarde principalement le NPS médecin. C'est eux qui utilisent en fait tous les jours et toute la journée. Le médecin qui s'exprime, c'est ça? C'est le médecin qui s'exprime et qui va recommander Doctolib à ses confrères. Donc parce que c'est lui qui utilise Doctolib toute la journée. Nous, en tant que patients, on l'utilise quand on a mal. Eux, ils l'utilisent toute la journée. Donc c'est vraiment ce NPS-là qui pour nous est crucial. Oui, sachant que la loi interdit en France de noter un médecin, c'est bien ça?
tout petit peu plus flou que ça. Mais oui, c'est. J'ai essayé de le faire, moi. Je Voilà. me suis retrouvé En fait, non, mais pour répondre à la question, parce que c'est un débat qui ressort souvent, sur Doctolib, le docteur a le choix de vous laisser, de vous laisser la possibilité de lui laisser un avis. Par contre, il ne sera pas rendu public. Cet avis est vraiment à l'intention du médecin, et nous on ne le publiera pas ailleurs que pour le médecin, et c'est pas public, et ça c'est parce que le Conseil de l'ordre est un petit peu frileux là-dessus. Après, chacun a un avis dessus. Les deux parties se valent assez bien en termes de pour et de contre. C'est bien, ouvrir les médecins au feedback, c'est extraordinaire. On leur a jamais dit ça dans leur éducation et dans leurs études, mais ça vaut pour plusieurs professions. Alors revenons au sujet. Donc quelles sont les mesures que vous mettez en place et quels sont vos indicateurs clés? Alors, il y a effectivement ce NPS, le NPS et la satisfaction post-interaction, donc qui sont vraiment nos deux indicateurs phares. Et derrière, on a des indicateurs un peu plus classiques, mais pas trop non plus, je vous rassure, pour être cohérent. En termes de performance de service client, on est sur de la qualité de service pourcentage d'appels décrochés en moins de 10 secondes, et délai de traitement des emails en moins de 4 heures. Donc on est vraiment sur des objectifs assez élevés en termes de performance, d'efficacité, mais toujours avec l'objectif de satisfaction en ligne de mire. Après, les indicateurs de l'expérience un petit peu plus globale et pas juste interactionnelle avec le service client, on a le NPS qui est aussi, lui, doublé selon le profil du client, selon son ancienneté, selon son usage, d'enquête un peu plus poussée sur quelle partie, selon la partie qu'il va utiliser beaucoup, on va lui demander est-ce que dans cette partie, cette fonctionnalité vous plaît plus que celle-là, par quel chemin vous préférez poser des rendez-vous ou annuler des rendez-vous, pour un petit peu le challenger un peu plus sur l'usage. Et toutes ces enquêtes sont de toute façon toujours recontactées. On a de la chance d'avoir des praticiens très engagés sur l'application, donc on a un taux de retour très élevé sur ces enquêtes, ce qui nous permet non seulement d'avoir des enquêtes un peu nord-coréennes, mais aussi beaucoup d'interactions suite à ces enquêtes qui nous permettent d'étayer ou non si on est dans un régime dictatorial ou pas. Très bien. On a une thématique de blague ce matin, on l'a trouvée. Et je pense qu'elle est plutôt pas mal. Et du coup, j'ai une question qui vient de la salle, certainement d'une personne venant d'un pays lointain. C'est Vincent qui nous dit « Le résultat NPS est intéressant, mais quel score peut être considéré comme excellent ?» C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez nord-coréen ? Alors en NPS, souvent les gens se comparent en fait à Apple et Zappos, qui sont les maîtres du NPS, qui ont des scores supérieurs à 40, entre 40 et 50 selon les pays, selon les études. Carglass en France a un NPS de 80. Je ne savais pas. Et 80, c'est excellent. En fait, alors, je ne peux pas donner de nom de ceux qui sont moins bons, mais en règle générale, en France, il y a beaucoup d'entreprises grand public qui tournent autour de 0, en fait. Donc, quand on est positif, déjà, on peut être content. Chez Doctolib, on est à 25, donc on se considère assez content. On est quand même dans le haut de la moyenne. Mais il faut savoir qu'un NPS positif, c'est déjà pas mal, parce que comme Thierry l'a expliqué, on cherche vraiment à savoir ceux qui sont vraiment promoteurs. Il faut qu'ils soient plus nombreux que ceux qui sont même un peu neutres, voire complètement détracteurs. Donc il faut vraiment beaucoup plus de gens très contents que de gens contents, moyennement contents. Donc être positif, c'est déjà bien. Merci de cette réponse. Anne Lecor, donc directrice de la voix du client chez Société Générale. Qu'est-ce que vous mesurez à la Société Générale? Et parlez-nous un peu de votre gamme de thermomètres, si je puis dire. Alors la gamme de thermomètres, elle est copieuse, hein. Nous, on n'en manque pas, c'est déjà ça. Après, je dirais qu'il y a deux grandes catégories. La première, c'est ce que je disais tout à l'heure, un peu le monitoring de la marque et de la transformation. On a une étude annuelle pour regarder un peu le lien à la marque, identifier les leviers d'action sur la SAT, et donc prioriser un peu notre feuille de route et sensibiliser à la fois les équipes au contact client, mais aussi les équipes du siège et des services centraux qui travaillent sur des sujets structurels, sur quelles sont les priorités de l'année. Après, on a un dispositif qui est 360, puisqu'on travaille sur la perception du client autour de la relation client et de l'expérience client. Et là, on est plus dans des dynamiques à chaud. Et là, c'est, comme le disait Cédric, on a une batterie d'indicateurs un peu clés, et les trois qui étaient cités là.
On s'attache aussi à regarder la qualité constatée. Donc, on utilise quand même beaucoup les visites mystères et maintenant aussi les appels mystères clients et prospects. Ça nous permet de voir si une certaine homogénéité dans les pratiques commerciales sont bien implémentées. On n'est pas dans la logique de se dire, de pointer du doigt ceux qui font pas si bien que ça, mais on est plutôt dans la logique de dire là où vous devez porter votre effort et là où nous devons porter notre effort pour vous aider à délivrer des pratiques commerciales beaucoup plus homogènes, quel que soit le touchpoint. Et puis enfin, on a pas mal d'indicateurs de performance. Là, on parle beaucoup d'indicateurs qui sont quantitatifs. On travaille beaucoup aussi sur du qualitatif. Donc les verbatims, on ajoute pas mal de questions ouvertes. Donc ça, c'est quand même une source d'inspiration pour détecter les points forts, mais aussi les irritants. Et grâce aux réseaux sociaux, tout à l'heure je parlais de Facebook et Twitter, mais il n'y a pas que Facebook et Twitter. On regarde beaucoup les avis Google, puisque maintenant, dans les fiches d'identité des agences, vous avez des avis Google. C'est une façon d'identifier un peu les sujets qui montent et d'identifier aussi les risques juridiques auxquels on peut faire face. Donc on a un vrai challenge, c'est toute cette masse de mots, les mots de nos clients pour s'enrichir. Merci. On va revenir dans le détail dans d'autres thèmes, mais pour finir sur ce thème de la mesure, nous avons également une personne dans la salle qui nous pose une question qui est celle que j'allais vous poser. Donc, il y a peut-être une intrusion nord-coréenne. En tout cas, y a-t-il de l'innovation dans la mesure? Nicolas Savin de Malakoff Médéric Humanis. Donc, quels sont vos indicateurs clés? Et je sais que vous mettez en place un nouvel indicateur. Et donc, ça sera une excellente réponse. Je ne sais pas si la réponse sera excellente, mais effectivement, alors, comme tout le monde, on a plein d'indicateurs. Maintenant, l'expérience client, c'est le sujet d'une entreprise et pas d'une direction. Donc à ce titre, on est 12 000 collaborateurs, donc il faut acculturer 12 000 collaborateurs. Donc avoir une batterie d'indicateurs, ce n'est pas forcément, en tout cas notre parti pris, la meilleure chose pour acculturer l'ensemble des collaborateurs. Donc nous, on en a plein, mais il y en a 3 sur lesquels on communique en permanence auprès des équipes. Donc, comme tout le monde, le NPS, ce n'est pas un effet de mode, c'est vraiment un indicateur très pertinent pour nous, la recommandation. La satisfaction, bien entendu. On va surtout regarder, nous, les très satisfaits, c'est aujourd'hui notre juge de paix. Donc, ces 2 indicateurs-là, c'est les indicateurs pour lesquels on se lève tous le matin. C'est notre quotidien. Et donc, alors, nouvel indicateur pour Malakoff Médéric Humanis, effectivement, on va driver la plupart de la construction de nos produits, offres et services aujourd'hui au travers du Net Easy Score. Donc c'est un vrai principe directeur d'expérience client qu'on a pris, la simplicité, la simplicité, la simplicité, la simplicité. Alors est-ce qu'on peut expliquer le Net Easy Score? Oui. On aura vite fait de trouver un sigle et une abréviation, on adore ça dans le domaine de la relation client. On va l'appeler le NES, d'accord, certainement. Donc le NES, c'est la réponse à la question. Globalement, était-ce facile d'obtenir de l'aide que vous souhaitiez pour tel ou tel point? Exactement. Un nouvel angle en fait. Tout à fait. Un angle en fait qui pour nous est hyper important alors je vois dans l'équipe, dans mon équipe digitale, l'approche est complètement différente entre un Customer Effort Score et un Net Easy Score. Donc le Customer Effort Score, c'est la mesure de l'effort, toujours sur une autre échelle. Quel effort avez-vous dû faire pour vous faire rembourser, pour faire réviser votre véhicule, ou voilà, sur des points particuliers du parcours? Tout à fait. Alors là, on va dire, tu joues avec les mots. Non, pas trop en fait. Dans l'approche, moi j'ai observé que lorsque je challenge les équipes sur le Customer Effort Score, en fait, on va tout faire pour diminuer l'effort. Mais on va le diminuer un petit peu, puis un petit peu. Alors que quand on est dans la démarche de qu'est-ce qui est le plus simple, le plus efficace, là, on est tout de suite dans une démarche de rupture. On n'est pas du tout dans le même état d'esprit quand on va organiser nos réunions. C'est qu'est-ce qu'on va faire pour que ce soit le plus simple possible.
Et ça transforme complètement notre approche de nos produits digitaux aujourd'hui. Donc on est en train de mettre en place nos futurs espaces clients, sites, etc., mais complètement d'arriver sur cette approche-là. Merci pour ce partage et cette découverte. Donc vous allez être ravis. Il y a un nouveau thème qui arrive et ce thème, comment bien solliciter le client, comment est-ce qu'on articule les différentes enquêtes. Je sais que c'est un sujet qui vous turlupine et ici dans la salle, si j'en crois, un certain nombre de questions. Comment est-ce que finalement j'arrive à bien adopter un certain rythme de sollicitation. Chez Doctolib, Cédric Blum, à quel moment et dans quelles conditions vous faites vos mesures clients? Alors, il y a la mesure dont j'ai parlé depuis tout à l'heure sur l'enquête post-appel, qui est un grand classique. Celle-là, elle est facile à mettre en place. Alors, concrètement, comment est-ce qu'elle est faite? Elle est faite par mail, par SMS? Elle est faite par mail, en fait. Par mail. Donc, comme on a les adresses mail de tous nos clients, c'est assez facile qu'ils nous contactent, quel que soit le canal. On peut lui envoyer une adresse email. Nos praticiens sont souvent un peu plus digitalisés que la moyenne, en tout cas, ou se digitalisent avec nous. Ça, c'est une question d'angle de vue. Donc, sont assez facilement joignables par mail. Ça, c'est une grande facilitation. Les enquêtes un peu plus de type sollicitation proactive, on les fait selon 2 critères. Le premier critère, c'est à des dates anniversaires classiques sur la période d'onboarding, donc sur les 7 premiers jours, les 30 premiers jours, 90 premiers jours. Et ensuite, ça vient selon deux critères différents qui sont toujours en fait assez mobiles. On n'est pas très figé là-dessus. En fait, je ne peux pas dire qu'il y a une règle parce qu'elle a changé tous les ans. Mais en ce moment, c'est en fonction de l'usage de différentes features. Donc, si un praticien n'utilise qu'une seule partie de l'application, on va lui envoyer un certain type d'enquête. S'il utilise un petit peu toutes les parties de l'application, toutes les fonctionnalités, mais pas de manière régulière, on va lui envoyer un autre type d'enquête. Donc, en fait, on a des enquêtes adaptées vraiment selon l'usage à l'intérieur de l'application ou l'usage même en termes de régularité, parce qu'on a des praticiens qui sont encore entre le mode offline et le mode online. Et ceux-là, on va encore leur envoyer un autre type d'enquête. On a après les enquêtes calendaires d'onboarding, on a des bloqueurs qui bien évidemment filtrent ceux à qui on a envoyé une enquête dans les 6 derniers mois. Merci de cette réponse très précise. Anne Lecor, donc chez Société Générale, comment est-ce que vous organisez les sollicitations clients? Je sais que votre conviction est que le temps du client est précieux et en cela, vous rejoignez aussi Cédric d'une certaine façon. Oui, et puis moi j'enquiquine pas mal les équipes parce que comme je me suis occupée de marketing opérationnel très longtemps et qu'on mesurait la pression commerciale, aujourd'hui j'ai quand même une obsession, c'est de mesurer la pression de contact de nos clients. Parce qu'on fait face, et Nicolas le disait, on a beaucoup d'outils de mesure et c'est vraiment à la mode et on voit fleurir beaucoup d'indicateurs et finalement de dispositifs d'écoute. Donc aujourd'hui, on a un vrai sujet d'outils pour faire ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder. Mais on est rentré dans une logique de se dire, OK, je vais choisir des expériences clients qui sont clés. Donc on a sélectionné des événements clients qui finalement avaient des logiques business, soit de conquête, soit de lutte contre l'attrition prioritaire pour nous. Et on a revu complètement les expériences clients. Donc ça a été une chance aussi, puisqu'on a retravaillé totalement sur les parcours et les process, et que les enquêtes de SAT ont été positionnées comme des étapes de l'expérience client. Donc on a essayé de regarder à quelle étape de l'expérience client il était intéressant de solliciter celui-ci. Soit parce qu'on a vu que c'était des irritants forts, soit parce que c'est des moments un peu d'émotion. Donc après, on positionne un peu ces sondes et on essaye de regarder à la fois le mode de collecte pour qu'il soit le moins intrusif et le plus facile possible pour nos clients et le timing. Est-ce que je le sollicite quand je suis sur du digital? Je peux avoir une sollicitation quasiment immédiate. Il y a d'autres moments, par exemple, il y a eu un rendez-vous conseillé, je vais plutôt le solliciter le lendemain. Et si c'est un crédit conso ou un PPI, je vais le ressolliciter une fois qu'il aura à disposition les sommes, parce qu'on sait que ça, c'est un moment un peu tendu pour lui.
Donc, on s'attache, nous, à positionner toutes ces étapes, la SAT vraiment comme une étape et l'intégrer à l'expérience client. Merci, je regardais les questions qui arrivent et qui sont nombreuses. Nicolas Savin, chez Malakoff Médéric Humanis, alors pour parler justement de cette orchestration, je sais que vous êtes aussi très très vigilant sur les différentes mesures qui sont opérées au sein de votre organisation et vous avez la volonté de bien orchestrer ces mesures. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Oui, c'est vrai que je n'aime pas entendre ton thermomètre ne marche pas ou ton thermomètre n'affiche pas la même température que le mien, pour reprendre toujours la thématique de la maladie. Donc aujourd'hui, on a, alors bon, ça peut paraître comme ça, parfois un peu militaire dans notre organisation, mais on a mis en place plusieurs éléments effectivement. Attention parce que nord-coréen, militaire. C'est vrai, c'est vrai. Je vous rappelle qu'il y a un hashtag sur Twitter et que les tweetos sont nombreux dans la salle. Je sois super vigilant. L'orchestration du à froid, à tiède, à chaud est essentielle chez nous. Aujourd'hui, on a un parti pris qui est c'est notre parti pris qui est de diminuer les enquêtes de satisfaction à froid. On observe aujourd'hui que poser des questions pendant 17 ou 20 minutes, au final, si le client n'est pas content, c'est tous les curseurs qui ne vont pas. Si le client est content, c'est tous les curseurs qui vont bien. D'où nos résultats nord-coréens. Donc, à un moment, on se dit, on va réduire ces éléments-là, on va identifier, parce qu'on a drastiquement raccourci ces temps d'échange-là, nous, on va faire le focus sur des enquêtes de satisfaction à tiède sur des parcours. Donc, des moments clés de la relation. Et c'est cela qu'on va travailler en permanence. Et on va mettre des sondages chauds pour identifier les plans d'action. Alors, c'est quoi ? Alors, à froid, je comprends que c'est un peu une fois par an, c'est ça ? Oui. Et à tiède, c'est à peu près quel Tous les trimestres. rythme ? Tous les trimestres. Tous les trimestres. Et à chaud, c'est immédiatement post-opération, Tout à fait. post-traitement, post-contact. Et puis, le second point dans l'orchestration de la mesure, c'est toutes les directions, je dis bien toutes les directions qui ont des velléités ou qui veulent faire des enquêtes. On ne leur empêche absolument pas de faire des enquêtes, au contraire. Mais néanmoins, maintenant, on a un comité de pilotage mensuel où tout le monde rend compte des résultats de ces enquêtes, les partage, pour qu'on puisse, au travers de thématiques que l'on va identifier similaires, mettre en place des plans d'action communs. Et pas chacun, dans sa petite boutique, fait son plan d'action issu de sa mesure. Et ce qui serait dramatique. Et donc nous, l'engagement aujourd'hui et notre organisation, on y associe des moyens pour transformer le groupe sur l'expérience client. Et donc on a souhaité avoir ce comité de pilotage mensuel sur lequel on arbitre. On dit ces deux points-là vont bénéficier d'un apport en termes d'investissement financier et humain pour résoudre ce problème-là. Donc on le fait, c'est la stratégie des petits pas. On va revenir juste après dans l'usage effectivement de la mesure, dans un quatrième thème que je voudrais aborder avec vous, et je me tourne à nouveau vers Cédric Blum de Doctolib. Alors vous nous avez parlé de vos convictions sur la simplicité de la mesure, et puis parlons maintenant de la mesure comme, alors je vous cite aussi un peu comme outil de coaching. Comment est-ce qu'on l'utilise cette mesure, cette voix du client pour en faire une action concrète et un outil du management aussi? Alors, effectivement, ma réponse va être très orientée relation client, service client, centre d'appel, parce que c'est un peu ma passion déjà, et parce qu'effectivement, nous, on utilise la mesure comme tout le monde, mais on va simplifier au maximum le coaching et l'objectivisation. C'est-à-dire qu'on va prendre les équipes et on va leur donner toujours la satisfaction en ligne de mire. Et quand on va mettre un plan d'action sur un mois ou sur un trimestre, si on ne voit pas d'amélioration de la satisfaction post-interaction, on change. C'est-à-dire qu'on avoue qu'on s'est trompé et que améliorer la productivité ou améliorer le temps de décrocher, on est déjà assez bon. Si la satisfaction ne monte pas, ça ne sert à rien de répondre plus vite. Donc on va toujours mettre en corrélation avec cet indicateur phare qui est la satisfaction. C'est vraiment, on en parle tout le temps. Il n'y a vraiment que cet indicateur où je demande à tout le monde de le connaître par cœur et tout le temps sur quelle que soit la réunion ou le moment de la journée. C'est l'indicateur qu'on va regarder tout le temps.
dans la journée, si on reçoit beaucoup d'appels et qu'on sait qu'à un certain niveau, ça ne sert à rien, ça ne fait pas monter la satisfaction, on va pas se forcer à prendre encore plus d'appels. On va vraiment continuer à sortir les gens pour faire du coaching sur les plans d'action qu'on a déterminés. Et on ne va pas changer de fusil d'épaule tout le temps. On va juste regarder la satisfaction post-interaction. Anne Lecor, chez Société Générale, alors vous me disiez qu'en préparant cette table ronde, que tous vos outils étaient vraiment, je vous cite, pensés pour l'action. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'usage et puis de l'action locale de ces indicateurs, et notamment, je pense aux agences aussi, aux agences bancaires? Moi, je suis convaincue que ces indicateurs, il faut en faire un facteur d'alignement de l'ensemble de l'entreprise. Pour les uns, ils travaillent au contact client et on va pouvoir travailler la posture commerciale. Et pour les autres, ceux qui sont dans les services centraux, on va les faire bosser sur des choses qui sont beaucoup plus structurelles. Donc ces indicateurs, moi je crois quand même à la mesure à froid sur les leviers d'action, puisqu'on identifie quand même les leviers d'action globaux de la satisfaction, et c'est ça qui va être le facteur d'alignement de l'ensemble de l'entreprise. Après, oui Thierry, on est beaucoup dans l'action parce qu'on se dit qu'on mesure des choses, il faut qu'elles soient actionnables. Donc par exemple sur le réseau, on donne des objectifs de satisfaction à notre réseau, on les encourage à travailler des plans d'action, donc on identifie pour eux, tout à l'heure je vous parlais de la qualité perçue, délivrée et constatée, on a des plans d'action qui, pour chacun de nos points de vente, pour chacune de nos agences, leur disent voilà où vous en êtes sur chacun des thermomètres, voilà des idées de plans d'action, et on vous demande collectivement de vous focaliser sur une ou deux priorités dans l'année. Après, il ne faut jamais oublier les services centraux, puisque c'est eux quand même qui, au départ, portent la transformation de l'entreprise. Donc, on est quand même au plus près des équipes projets. Et on décortique avec eux toute cette manne d'indicateurs quantitatifs, mais aussi tous les verbatims, pour les aider à travailler leurs produits, mais aussi leur communication. On fonctionne pas mal en mode agile aujourd'hui. Donc, il y a des feature teams, il y a des tribus. Et ces slots d'indicateurs, on les regarde. Et là aussi, avec tous les gens des tribus, où il y a des gens du digital, des gens des parcours, les gens des canaux distributifs, on regarde si le sujet est bien embarqué, et s'il ne l'est pas, comment on fait pour l'embarquer. Donc effectivement, on est dans cette dynamique de se dire ces indicateurs, ce sont des boosters d'action. J'ai une question pour vous qui nous vient de la salle, si vous permettez, Anne Lecor. Comment sont traités les verbatims chez Société Générale? Une vraie question très concrète. Alors, c'est un peu en anticipation d'une autre table ronde qui aura lieu demain, qui s'appelle Verbatim is the new boss, et qui est le nom un peu drôlatique que j'avais trouvé pour cette conférence plénière, qui était aussi le titre d'un des billets de mon blog. Comment est-ce que vous les traitez, les verbatims, concrètement aujourd'hui? Vous disiez que vous en aviez beaucoup. Est-ce que vous faites des analyses? Est-ce que vous les partagez? Non, c'est une vraie bonne question, puisque effectivement, là, tout est une affaire d'outils et puis aussi de sensibilité et de pertinence un peu de ce qu'on cherche et des mots-clés sur lesquels on va travailler. Donc, soit on a des outils, on a quelques outils en interne quand les verbatims ne sont pas très nombreux, et puis on va chercher de l'expérience à l'externe chez du prestataire pour essayer quand on a vraiment beaucoup de verbatims, et sur le digital par exemple, à chaque fois qu'on bouge une petite fonctionnalité, il est très facile de se retrouver avec 20 000 verbatims en 15 jours. Donc là, inutile de dire que les équipes projets sont complètement débordées. Donc on a besoin de prestataires externes pour le faire. Et à la fois, de même sur les réseaux sociaux, mais là on est plus outillé puisqu'on a des consoles sur lesquelles on a structuré des mots-clés. Donc finalement, les thématiques remontent plus facilement. Après, on regarde deux choses. On regarde le sujet de fond qui est porté par ces verbatims. Et puis, le truc qui est un peu à la mode, mais qui est vraiment essentiel, c'est aussi l'émotion autour de ce qui est dit. Donc voilà, après, pour nous, le chemin, on a fait un petit bout de chemin, mais la route est vachement longue devant. Nicolas Savin, cette question pourrait s'adresser à vous. Est-ce que vous aussi, vous analysez vos verbatims? Si je ne m'abuse, je crois même que vous le faites avec un prestataire qui est exposant ici au salon stratégie client. Effectivement, les verbatims, c'est un levier très 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 fort pour nous, hyper intéressant.
en permanence, effectivement, on les regarde. Et pour l'anecdote sur les verbatims, au-delà de ce que disait Anne, on s'inscrit dans ces mêmes démarches. Tous les vendredis, absolument tous les vendredis, on fait un pick and choose des meilleurs verbatims, enfin des verbatims les plus élogieux et des verbatims les moins élogieux. Et c'est un peu traditionnel, mais c'est important de le faire. Tous les vendredis, on les sélectionne et le lundi matin, en COMEX, on les lit. Voilà. Et c'est important de se rappeler en introduction de notre semaine que notre client est là et que parfois il est très content et que parfois il n'est pas content du tout. Et ça permet aussi de driver les orientations. Donc au-delà des plans d'action, on l'utilise aussi pour l'acculturation du groupe. C'est fondamental. Le fait est que hier, lors d'une plénière, il y avait donc le témoignage de la responsable de la voix du client chez Leroy Merlin qui parlait de ce rituel comme un rituel très enraciné chez Leroy Merlin, le rituel de la voix du client pour tous les comités de direction, magasins, régional, national, international. On prend des indicateurs et pourquoi pas la voix du client et des verbatims qui disent aussi beaucoup. Alors revenons à notre sujet, mais enfin on y était, hein. C'est-à-dire l'usage que vous faites de la mesure. Votre objectif, vous m'aviez dit que vous avez un objectif d'acculturation. Vous nous avez donné aussi quelques pistes aussi sur votre fameux comité de pilotage mensuel qui s'appelle donc Performance Client et puis qui a pour objectif de répondre collectivement à un problème. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de l'usage que vous faites de ces mesures et de l'action concrète au-delà de ce rituel qui est une très bonne pratique? Alors effectivement, on va passer une première demi-heure tous ensemble à éplucher un petit peu tous les indicateurs que l'on a pu identifier les uns les autres. Et puis après, passe le temps de l'action, parce que c'est quand même ça le plus important. On ne va pas passer notre temps à analyser. Donc on a 60 minutes derrière, puisque c'est en fait une session de 90 minutes qui a lieu tous les mois. Donc on identifie les actions qui nous paraissent prioritaires. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas saupoudrer? Pour plein de raisons. Parce qu'à saupoudrer, on ne fait jamais quelque chose de très très efficace au final. Parce qu'aujourd'hui, on le disait au tout début, le digital perturbe nos organisations et en fait on a des usages dont on doit amener des réponses sur un ensemble de canaux. Donc c'est un coût. Aujourd'hui, on est vraiment dans une dynamique expérientielle client, c'est-à-dire qu'on ne veut pas imposer, absolument pas imposer à un client un canal. C'est le client qui va nous dire quel canal il veut utiliser. Et donc, je fais une petite parenthèse, mais qui est pourquoi est-ce qu'on va prendre en compte une ou deux mesures et mettre en place des plans d'action? Parce qu'on va décliner en fait ces mesures par persona. À chaque fois qu'on a une mesure, cette mesure, elle est déclinée par persona. Donc, j'ai un NPS pour Martine, j'ai un NPS pour Hélène, j'ai un NPS et on a en fait un nombre de personas. Un persona est une technique empruntée au design, l'UX design aussi, au marketing des services aussi, un profil type de client, c'est bien ça? Exactement. C'est un profil comportemental. Et donc aujourd'hui, on travaille effectivement avec le market sur la segmentation qui est nécessaire. Mais au sein de ces segmentations, on a des comportements qui sont différents de nos clients. Et donc c'est pour ça qu'on va pas prendre beaucoup de mesures. On va aller identifier quelques mesures sur quelques parcours clés parce que derrière, on sait qu'il va falloir prendre et mettre en place des actions par persona. Donc on a un coefficient de pondération sur les 2-3 personas clés de ce parcours-là. Mais néanmoins, ça nécessite d'avoir 2 ou 3 plans d'action. Alors un exemple, si comme ça on se dit il est en plein dans la théorie, dans les espaces clients qu'on est en train de mettre en place, on a observé qu'aujourd'hui, bon nombre des DRH, il y avait 2 profils très très marquants. Un profil de DRH qui veut déléguer au maximum à ses collaborateurs, aux salariés, un certain nombre de tâches, l'affiliation à son contrat. Et puis, il y a d'autres DRH qui sont des DRH papa, maman poule, qui veulent tout faire pour le compte d'eux. Donc, on n'a pas d'autre choix, et c'est la voie qu'on est en train de mettre en place sur nos futurs espaces clients, que de considérer ces pratiques-là. Donc, demain, on aura 2 façons d'aborder le client dans nos espaces clients. Celle qui est
vous souhaitez déléguer, alors voici le parcours associé à cette délégation, vous souhaitez prendre tout en charge, alors voici le parcours. Donc ce qui fait que parfois, pour une même thématique, on est obligé de la dupliquer 2 ou 3 fois. D'où le fait qu'on ne saupoudre pas, on prend une action et on la traite au travers de nos personas. Merci beaucoup. Merci. Je trouve aussi très, très bien d'avoir pris Martine comme prénom d'un persona parce qu'on imagine tout un tas d'histoires pour Martine. Hein. Martine se fait rembourser, Martine fait moins d'efforts, etc. Dernière question, et on va commencer par vous, Cédric Blum, avec une question très très concrète avant de vous demander une ouverture un peu prospective hein, sur vos convictions pour le futur de la mesure. Une première question pour vous. Quel est, s'il vous plaît, le taux de retour des enquêtes post-appel? Merci par avance. 25%. Voilà une réponse. J'espère que l'utilisateur sera parfaitement satisfait. Nous avons d'autres questions. On nous demande si le NPS est finalement pas un peu ringard, s'il ne faut pas mesurer la vélocité, s'il ne faut pas s'intéresser à l'UX et l'UI. J'essaie de retrouver parmi les nombreuses questions pour pouvoir vous l'afficher, mais je sais qu'il y a quelqu'un en régie qui va beaucoup plus vite que moi pour le lire et qui va donc afficher la question. Voilà. Personne ne parle de vélocité, de l'UX et l'UI, performance. Donc UX et UI, j'entends par UX et UI, User Experience, User Interface, sachant que moi, quand je vois un U, je pense plutôt à C, c'est-à-dire client, mais on peut effectivement penser à la performance utilisateur. On fait référence aux interfaces digitales. Comment est-ce que vous mesurez cette agilité? Justement, on ne la mesure pas ou peu, en fait. Et pourtant, vous êtes une licorne. Oui, c'est un peu contradictoire. Après, je me ferai engueuler par le service UX s'il m'entendait là, mais on n'a pas d'indicateur clair sur la chose. On regarde les usages, comme je vous l'ai dit, en fonction de l'usage, s'il va utiliser telle fonctionnalité ou telle autre, sachant qu'en plus, via notre application, on peut faire la même action selon différents chemins. Donc, en fait, on est en A/B testing permanent sur l'application. Donc, c'est effectivement plus une mesure de l'usage. Ou c'est pas vraiment une mesure, c'est on va regarder l'usage et on va s'adapter à l'usage plus qu'on va le mesurer et se dire telle façon est la meilleure en fait. Donc c'est un peu dur de mesurer quelque chose qui vient avec l'usage et qui va dépendre des personas, qui va dépendre de l'utilisation qui peut être très variable d'un docteur à un autre. Et en fait ça rejoint, je vais anticiper la question d'après sur le NPS. Effectivement, pour moi, il n'est pas has-been. Enfin, il a été à la mode, il a été has-been. Là, il revient. On en parle tous les trois. On est assez convaincus qu'il est intéressant. Certes, c'est pas une mesure parfaite. Effectivement, on peut avoir un NPS fort et puis quand même avoir un certain churn. Et donc se dire, il y a quand même pas mal de gens pas contents. Le churn, c'est l'attrition. De gens qui résilient ou qui s'en vont, qui changent de prestataire. Pour tous les trois, on est concernés sur ce genre de sujet. Le NPS, c'est quand même une mesure assez phare, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui sont prêts à recommander et donc qui sont positifs. Alors après, c'est comment on va utiliser ce NPS derrière. Comme je vous l'ai dit, nous on recontacte tout le temps les NPS, qu'ils soient positifs ou négatifs, enfin surtout les négatifs bien évidemment, pour comprendre. C'est ça qui va être plus utile dans la mesure, plus que la valeur absolue. Ça va être ce qu'on va déduire de nos interactions suite à ce NPS ou de l'analyse des verbatims. Et c'est un petit peu la question suivante sur... je vais vous laisser la poser. Non, sur le futur, j'ai noté 2-3 choses qui viendront compléter votre réponse. Sur le futur de la mesure de la performance client, en fait, je rejoins totalement Anne sur le sujet de l'émotion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse fondamentalement, effectivement, c'est pas le NPS, c'est pas l'enquête de satisfaction. Il n'y a pas de mesure particulière qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que le client il soit attaché à la marque d'une certaine manière, attaché parce que le service est hyper performant ou attaché parce qu'il aime la marque et il aime les interactions qu'on produit avec lui. Un exemple effectivement est hyper évident, c'est Apple. Les gens qui ont des Apple souvent sont attachés à la marque plus qu'au produit. Et c'est ce genre d'attachement qu'on cherche à générer. Par contre, pour la mesure, ça, c'est assez difficile. Les verbatims, on ne peut pas mesurer si on a un taux de verbatim positif, si les verbatims sont plutôt dans le vert foncé, dans le vert clair, dans le nord-coréen ou dans le sud-coréen. Et
Par contre, il y a des outils qui commencent à sortir et pour moi, c'est ça qui m'intéresse plus. C'est des outils alors après, on peut mettre des mots derrière d'intelligence artificielle ou en tout cas de mesure de l'émotion dans les interactions. Il y a une idée très forte que j'ai lue dans le bouquin dont j'ai perdu le nom, s'appelle L'obsession du service client, qui a été écrit par le responsable du service client de Captain Train à l'époque. Et qui disait, moi, mon seul indicateur de mesure, c'est quand les gens me répondent merci. Donc quelqu'un qui prend le temps, il nous pose une question, on lui répond, il va juste répondre merci. Bah, ça, j'ai envie de dire, ça, c'est un indicateur assez fort. Par contre, aujourd'hui, il n'est pas mesurable automatiquement. Comme on est dans des sociétés où on a plus que des centaines et des centaines de clients, on ne peut pas le mesurer manuellement. Mais l'outil qui me permettrait de mesurer les clients qui me remercient juste parce qu'ils ont été très contents du service, ça j'aimerais bien que dans le futur, on puisse le faire. C'est pas mal le taux de merci. Hein. C'est un peu comme, vous savez, chez Nocibé, il y a un mur des bisous avec les meilleurs verbatims. Alors, Anne Lecor, il nous reste quelques minutes. Une question pour vous en guise de conclusion. Est-ce que vous aussi, vous pensez que finalement, l'avenir de la mesure, c'est la combinaison entre l'analyse des datas, la perception client, aller vers plus d'émotions, se rapprocher aussi de l'expérience, c'est ça ? Enfin, de toute façon, moi je suis persuadée que la mesure, il y a un avenir. Voilà, parce qu'on est en mutation. La poussée, là, elle est extrêmement forte, mais elle va continuer. Donc on sera en transformation permanente. Et les usages clients, les usages du digital vont aussi bouger très fortement. Donc on ne peut pas cesser de regarder l'expérience client au global et dans le détail. Après, moi, je crois vraiment que l'enjeu aujourd'hui, c'est comment mieux collecter, comment affiner nos perceptions, et effectivement, l'émotion en est une, et comment aussi mieux irriguer l'ensemble des services, qu'ils soient en front ou qu'ils soient en back, autour de ça. Après, sur l'avenir, les verbatims sont quelque part aussi cet avenir-là, et je trouve que tout ce qui vient des réseaux sociaux sont aussi une source d'inspiration colossale pour nous. Et puis ce facteur d'acculturation, on ne peut jamais relâcher la pression sur l'orientation client d'une entreprise. Donc c'est pour ça que ces outils de mesure et ces indicateurs, après, il faut bien les choisir, il faut bien les prioriser, sont de nature à favoriser l'acculturation et la permanence de l'orientation client d'une grande marque. Merci beaucoup. La dernière question pour vous, Nicolas Savin, et vous avez de nombreux challenges parce qu'il y a beaucoup de questions, mais bon, il y a une question sur l'ouverture. Il y a quand même une question qui est quand même la question à 1 million de dollars. Alors, il y a celle du NPS. Alors, on peut définitivement conclure peut-être sur le NPS en disant que finalement, le NPS est peut-être la meilleure arme le bouclier anti-nord-coréen, parce que il s'intéresse justement à la crème de la crème, aux réponses 9 à 10. Il est très simple, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a autant de succès, c'est que tout le monde arrive à peu près à le comprendre. Son problème, c'est qu'il est quand même assez volatile, le NPS, parce qu'il peut varier. Est-ce que c'est une bonne combinaison entre l'image, la perception de l'image et puis la qualité de l'expérience? Mais c'est un peu mon point de vue sur le NPS. Mais la grande question à 1 million de dollars, c'est le lien entre la corrélation entre les indicateurs de satisfaction et le chiffre d'affaires, évidemment. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est 1 million de dollars. C'est vrai, c'est ce qu'on cherche tous, bien sûr. Je prends le million. Effectivement, alors nous cette année, alors pour être hyper transparent, la corrélation entre ce qu'on a généré via l'expérience client et comment ça se traduit en termes de business, c'est notre projet 2020. Alors non pas que je veuille botter en touche, on se revoit en 2020, on prend rendez-vous et je vous parlerai de ce sujet-là. Réellement oui, notre cheval de bataille aujourd'hui, il est d'investir dans le client parce qu'on est convaincu que c'est ça qui va rapporter de l'argent. De maintenant vous donner des indicateurs de mesure du lien de cause à effet.
On s'en reparle dans 18 mois. Mais néanmoins, je veux juste rebondir sur l'investissement dans le client. Non pas que je botte en touche à la question de celui qui l'a posée, on pourra en parler. Tous les projets digitaux, j'insiste bien, tous les projets digitaux qu'on met en place aujourd'hui sont tous co-construits avec le client. Ce n'est pas de la langue de bois ou quoi que ce soit. Il n'y a pas une semaine aujourd'hui dans mes équipes, pas une semaine pendant laquelle on n'est pas dans un focus group, un test utilisateur. Il y en avait un hier soir, il y en a encore ce soir. Il y en a tout le temps en fait maintenant chez Malakoff Médéric Humanis, tout le temps. Et c'est très important et ça répond peut-être à la question tout à l'heure, l'UX UI performance. Aujourd'hui, absolument 100% de mes projets digitaux que l'on mène, nous, dans la direction digitale, sont en agilité. Et donc, on a une itération permanente. Et avant même de sortir notre MVP, on fait tester tous nos prototypes par nos clients. Donc, en fait, nous, on va aller chercher, on va mesurer l'UX et l'UI à ces moments-là. Et c'est fondamental. Très souvent, on nous dit « Ah, tu perds du temps, etc. » Non, on perd absolument pas de temps. On éponge une dette UX, UI qui est fondamentale et qui fait que derrière, quand on va sortir notre MVP, on va aller beaucoup plus vite plutôt que d'attendre la fin de notre bon vieux cycle en V où on aura fait notre expression de besoin et qui fait qu'une fois que ça sort, je demande à mon client si ça lui va et là, on découvre une dette abyssale qu'on met 12-18 mois à corriger et avec l'évolution de nos usages, en fait, on ne l'éponge jamais cette dette. Donc on est très simplement maintenant dans un cycle itératif où on a des sprints tous les 15 jours et tous ces 15 jours, on va rencontrer nos clients pour éponger cette dette UX UI dont on parlait. C'est le moment de vous remercier pour ce voyage de Pyongyang à la porte de Versailles. Merci à tous d'être venus si nombreux ce matin. Merci à nos speakers que vous pouvez applaudir, donc Anne Lecor, Nicolas Savin et Cédric Blum. Très bon salon à vous. Merci beaucoup, à bientôt.